C'est un rendez-vous qu'il ne manque jamais. Tous les mercredis à 17 h, Matteo, 13 ans, plonge dans un autre monde. J'arrive les gars. On m'a dit qu'il n'y avait pas de répulsives. Mais elles sont où les répulsives? Il s'immerge dans Fortnite, un jeu de combat en ligne. Donc on reprend pas nos armes. Hein. Avec son cousin et un copain, ils forment une équipe pour tuer des ennemis. Il a son avatar, Maxou, je t'ai mis une belle tête quand même. son personnage virtuel, chaque joueur en a un. Donc moi je suis celui du milieu. Lui. Donc là c'est Maxence et là c'est mon cousin Alex. Je joue le mercredi et le week-end. Je joue pas mal. On va dire 2 heures minimum quoi. Tout le monde joue, j'imagine, dans ta classe? Oui, pratiquement ouais. Sauf les filles qui n'aiment pas ce jeu. Mais... Et pourquoi? Bah c'est un peu guéguerre comme jeu donc ils aiment pas trop ça. Oh, j'ai fait une chute fatale. Fortnite est un jeu en univers persistant. Cela veut dire que même quand le joueur éteint son ordinateur, la partie continue sans lui. De quoi inciter certains à ne jamais s'arrêter. J'ai des amis ici, pratiquement tous ceux qui jouent à ce jeu jouent pendant des heures. Sans s'arrêter, ils jouent très tard le soir. Même pendant les vacances, ils peuvent faire des nuits blanches de ce jeu-là. Matteo ferait peut-être comme eux, si quelqu'un, un étage plus bas, ne veillait pas au grain. Mathéo, tu viens avec moi sortir les chiens? Sa mère, Gwen, limite son temps de jeu. Dans combien de temps? Les mercredis et week-ends, Mathéo, dans combien de temps, s'il te plaît? c'est 2 heures, pas plus. Dans 10 minutes, tu viens avec moi? Je le trouve raisonnable, c'est-à-dire que quand je lui dis stop, il arrête. À 10 minutes près, il arrête. Mais j'aimerais qu'il ne joue pas du tout. Voilà, c'est ça. J'aimerais qu'on fasse plus de choses. Tu vas chercher ta laisse, hashtag. Allez, va. Gwen a posé un cadre strict. Matteo n'aura plus le droit de rallumer son ordinateur de la soirée. Elle l'a même inscrit à des cours de tennis pour qu'il sorte de sa chambre. Car elle le sait, ces jeux vidéo en ligne peuvent poser un réel problème et même rendre accro. En juin dernier, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé le trouble du jeu vidéo comme maladie. Cette décision doit encore être validée par un vote au mois de mai prochain. Il n'y a pas de statistiques précises, mais 1 à 5% des joueurs auraient une pratique excessive, ce qui représente des dizaines de milliers de personnes en France. Avec des symptômes associés, troubles du sommeil, de l'anxiété, colères inexpliquées, tristesse. Alors comment arrive-t-on à devenir dépendant d'un jeu comme d'une drogue? Et comment s'en sortir? Enquête sur une pathologie des temps modernes. Dans un jeu vidéo, tout est fait pour rendre les parties, si ce n'est addictives, du moins captivantes. Entre Marseille et Aix-en-Provence, un étrange bâtiment a vu le jour il y a 1 an. The Camp. On est à The Camp. Ici, on élabore toutes sortes de logiciels. Voilà. Et là, vous voyez apparaître cet arbre qui n'existe que dans un monde virtuel et qui se superpose à la réalité. Et on fait aussi des jeux. Tu as vu avec Julien pour la signalétique? Comment tu... D'accord, parfait. Éric Viennot conçoit des jeux vidéo depuis une vingtaine d'années. Il en connaît par cœur les secrets de fabrication. Il sait comment amener un joueur à ne plus décrocher, et ce, dès la première partie. Au début, on va lui donner un premier objectif. Si cet objectif est trop élevé, il va se décourager. Donc là, on va lui donner un objectif atteignable. Une fois qu'il a atteint cet objectif, on va lui demander de répéter, et à un moment, on va lui redonner un autre objectif, à nouveau atteignable. Cet objectif, il ne l'aurait peut-être pas atteint, parce qu'il aurait eu une appréhension, il aurait eu pas forcément les capacités pour y arriver. Tout l'enjeu est de respecter un équilibre. Entre d'un côté la peur, le stress, on a peur de ne pas y arriver, on est stressé par les objectifs. De l'autre côté, l'ennui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous répétez toujours la même chose, un joueur il va finir par s'ennuyer. Alors aujourd'hui, les concepteurs ont un précieux outil technologique pour parvenir à cet équilibre. L'intelligence artificielle.
Exemple, le jeu Uncharted 2. La machine décèle le niveau du joueur. Plus il est expérimenté, plus les ennemis sont forts et nombreux. Ça se fait de manière transparente pour le joueur, alors qu'avant, on choisissait son niveau. De plus en plus, les jeux eux-mêmes sont capables de vous connaître. Ainsi, le joueur n'est jamais bloqué dans sa progression. D'objectif en récompense, il perd la notion du temps, jusqu'à s'enfermer, s'isoler du reste du monde. À Auch, c'est une journée magnifique. Mais Étienne ne sortira pas de sa chambre. À 21 ans, il ne voit quasiment personne. Le jeu vidéo occupe toute sa vie. Il est devenu complètement accro. Cela fait 3 heures qu'il est derrière son ordinateur. Et il ne s'arrêtera qu'au milieu de la nuit, au plus tôt. Ça, c'est du café. Parce que me lever pour devoir aller aux toilettes pour boire, c'est fatigant au bout d'un moment. Mais ça permet de tenir plus longtemps finalement aussi. Oui, aussi. Oui, souvent quand je rentre dans un jeu, j'oublie un peu tout ce qui est autour. Parfois même jusqu'au point d'en manger. Quand je joue aux jeux vidéo, il peut m'arriver de ne faire que ça et d'y rester très très longtemps. Étienne peut rester jusqu'à 24 heures scotché à son écran. Au bout de 5-6 heures de jeu, il y a une grosse période de fatigue. On va dire c'est un cap à passer. Après, s'il fait 24 heures, j'ai bu beaucoup de caféine. Et il me devient urgent de dormir. Et là, par contre, ma prochaine session, elle sera dans plus de 12 heures. Étienne a plongé à corps perdu dans les jeux vidéo vers l'âge de 10-11 ans. Comme tous les accros, il a fui la réalité. L'univers virtuel est venu combler un mal-être qui remonte à l'école. J'étais déjà la tête de turc de la classe à l'époque, donc je jouais, un peu comme pour la LOL, pour oublier. Parce que j'étais bien en jouant aux jeux vidéo, tout le reste mettait en pause, et petit à petit, je me suis mis à préférer le monde des jeux vidéo plutôt que la vraie vie, on va dire. Comme je vous dis, moi je joue un personnage, et donc c'est une façon de ne plus être moi. Moi je suis monsieur un peu tout le monde, c'est bête à dire, mais j'accomplirai probablement rien de grandiose de toute ma vie. Alors que dans un jeu vidéo, je joue une personne d'importance. On va jouer le commandant Shepard, sauveur de la galaxie. Étienne est lucide sur sa situation. Il se sait dépendant. Mais il a un atout dans sa manche. Un diplôme de logistique. Aujourd'hui, il cherche un emploi. S'il en trouve un, le jeu devra passer au second plan. Le jour où je trouve un boulot, je n'arrêterai pas intégralement les jeux vidéo. Je continuerai à y jouer. Mais je ferai tout mon possible pour que les jeux vidéo ne viennent pas empiéter sur ma vie au travail. Étienne ne veut pas consulter un médecin. Ses parents ne l'encouragent plus à faire la démarche. Ils ont lâché prise. Des cas comme celui-là, il y en a de plus en plus en France depuis une dizaine d'années. Pour les accompagner, les consultations en psychiatrie et en addictologie se multiplient. Parfois même, il faut aller jusqu'à l'hospitalisation. À Sceaux, en région parisienne, un centre de santé accueille des adolescents en proie à toutes les formes d'addiction. Cannabis, ecstasy et désormais jeux vidéo. Ils sont actuellement 5 jeunes à être traités ici. Nous n'avons pas eu le droit de les filmer. C'est le pédopsychiatre Olivier Fan qui les suit. En général, entre 6 mois et 1 an. Et ici, tout est fait pour les sevrer du jeu. Évidemment, ici, les écrans sont interdits. L'idée, c'est qu'ils puissent réinvestir d'autres activités, activités sport, activités de plein air. Alors ça, c'est un beau clin d'œil, puisque le premier jeu vidéo, c'était du ping-pong virtuel. Donc on passe du ping-pong virtuel à la table, et c'est vrai que rien ne remplace la table de ping-pong en termes de sensations. Les patients, tous des garçons, sont âgés de 13 à 20 ans. Leur addiction s'accompagne en général d'un autre trouble. Par exemple, on a des adolescents qui présentent un trouble qui s'appelle des déficits de l'attention avec hyperactivité, qui trouvent dans les jeux vidéo le seul moyen de se concentrer.
Sauf que ça aggrave le trouble plutôt que ça l'améliore. On a toute la pathologie des petites dépressions de l'adolescent, des petites phobies. Et si vous voulez, ça commence petit, mais à travers le jeu, ça résout ni la dépression ni la phobie. Donc le trouble a tendance à s'aggraver. Le premier rendez-vous entre le médecin et ses patients peut être difficile. Le contact a du mal à se nouer avec des adolescents souvent mutiques et prisonniers de leur monde virtuel. Ce qu'on a, c'est des patients qui sont complètement silencieux, pour les plus graves. Et tant qu'on ne discute pas des jeux, ils disent rien, en fait. Donc je leur demande de parler, quel type de jeu ils jouent, quel niveau ils sont, comment ils se voient, et là, ils deviennent prolixes. Et pour les plus réticents, je leur demande de me montrer comment ils jouent sur cet ordinateur-là. Donc vous gamez, en fait? Je gamais, oui. Ce qui est naturel, parce que je suis aussi joueur à mes occasions. Beaucoup? Pas mal, ouais. À un moment donné, je me rappelle avoir pu faire 24 heures de suite sur le jeu. C'est un symptôme d'addiction, ça? Oui. mais voilà, c'était pendant mes études de médecine aussi. Donc voilà, à un moment donné, j'ai dû me sevrer parce qu'effectivement, les résultats universitaires commençaient à s'en ressentir. Pendant tout leur séjour ici, les jeunes auront des consultations très régulières avec les médecins. Mais ils suivront aussi des cours. L'enjeu est de les faire décrocher des écrans pour raccrocher le système scolaire. Car souvent, ils ne vont plus en classe. Alors ici, c'est l'école de la dernière chance. Le centre a un taux de réussite au bac de 84%. C'est presque équivalent à la moyenne nationale. Mais ce genre d'établissement est extrêmement rare en France. Et souvent, les parents sont démunis face aux jeux vidéo. Pour les aider, certaines entreprises ont décidé de réagir. Nous sommes ici à La Défense, au siège d'Engie, au 19e étage. Nous, ce qu'on constate, c'est une difficulté de la part de bon nombre de parents à s'emparer de ce qui est devenu un véritable enjeu éducatif. Thomas Romer est spécialiste du numérique et Marion Haza, psychologue. À la demande des entreprises, ils interviennent pour donner des clés aux parents qui peinent à encadrer leurs enfants. Toutes les générations qu'on rencontre sur le terrain avec Marion, c'est souvent des générations qui sont assez en souffrance justement du désintérêt que bon nombre d'adultes ont vis-à-vis de ce quotidien numérique. Est-ce que vous lui demandez comment ça s'est passé, t'as gagné, t'as perdu, avec qui t'as joué? Quand l'enfant rentre du foot, on lui demande souvent, vous avez fait un match, vous avez gagné? On pose cette question-là tout naturellement. Quand l'enfant il vient de terminer sa partie sur la console, on ne lui demande pas forcément. Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu as augmenté ton niveau? Enfin, voilà. La seule chose qu'on entend, c'est que précisément la partie n'est pas terminée. Le bon adolescent, vous vous intéressez à lui, mais lui il n'a pas du tout envie que vous vous intéressiez à lui. Il a envie que vous lâchiez. D'accord? Donc, lui, il fait sa vie. On remet encore sur le dos des parents le « faut vous intéresser à votre enfant, faut jouer avec lui, il faut l'accompagner ». Oui, bien sûr, mais à 15 ans, vous lui dites « on va se promener, on va au parc », mais niette, mais niette. Mais les jeunes, jusqu'à 12 ans, ça va. C'est après que ça se corse grave. Le conseil de Thomas et Marion est double. Poser des règles et être cohérent avec ses propres pratiques. Dire à un ado « eh oh là, tu coupes ta console, etc. » alors que à table, il a constaté ou que de voir ses parents en permanence sur leur smartphone, on est aussi un peu parfois pris dans nos propres contradictions et dans la manière dont on utilise ces outils. La conférence va-t-elle changer l'attitude des parents? Possible pour Clarissa. Elle a un petit garçon de 6 ans et pour l'instant, elle mène une prévention sévère. Moi, comme j'ai pas du tout la patience des jeux vidéo, je lui interdis les jeux vidéo. Donc il n'y a pas de jeux vidéo à la maison, mais lui, il est demandeur et il me réclame des jeux. Et donc c'est vrai qu'après la conférence, je me demande est-ce que c'est à moi de lui ouvrir et de l'accompagner. Ça m'a un peu dédramatisé le jeu vidéo qui est juste mauvais et qu'il faut juste exclure de notre monde. Des jeux vidéo, source de dépendance, d'isolement, mais qui ont aussi des vertus. Ils développent les capacités motrices, cérébrales, visuelles, ils encouragent à la persévérance. Encore faut-il en faire une utilisation dosée et raisonnable.